qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la thyroïde qui est le chef d'orchestre de l'organisme. Ça, il faut le retenir. C'est elle qui gère tout. Voilà. Donc, elle va gérer la température corporelle, elle va gérer donc, la mémorisation, la concentration, le système digestif, les neurotransmetteurs, elle gère absolument tout. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut diagnostiquer, on va dire, 3 potentielles causes d'hypothyroïdie. Donc, l'hypothyroïdie, c'est un hypofonctionnement de la thyroïde. C'est-à-dire que la thyroïde va fonctionner au ralenti. Si elle fonctionne au ralenti, tout l'organisme va probablement fonctionner au ralenti. Ouais. Exact. Donc, les patients vont être un petit peu comme des moteurs diesel. Mais le plus important, c'est le patient. C'est pour ça que malheureusement, cette pathologie n'est pas très bien prise en charge parce qu'on n'est pas assez à l'écoute du patient. Le patient va insister sur sa constipation, sa frilosité et son moral, et on va regarder que les chiffres biologiques. Ouais. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Beaucoup de consultations pour des troubles de la fertilité, et on s'aperçoit que le plus souvent, c'est lié à une hypothyroïdie, féminine ou masculine. C'est pas la biologie qui doit pousser les patients à consulter ou à revoir leur diagnostic, mais c'est plutôt ces symptômes cliniques-là. Salut et bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant. Surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel en bonne santé, et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Salut à tous et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'accueillir Yoni Assouli. Salut Yoni, comment tu vas ? Bonjour Liron, ça va très bien et toi ? Super, vraiment je suis hyper content de te recevoir enfin dans l'émission. C'est vrai qu'on a eu pas mal du mal à trouver un créneau dans nos emplois du temps chargés. Mais finalement, on y est arrivé. Exactement. Merci à toi. C'est super cool. Alors, pour vous donner un peu de contexte et pour la petite histoire, c'est grâce au docteur Georges Mouton, qui est médecin fonctionnel et spécialiste du microbiote, avec qui j'ai eu le plaisir d'enregistrer 2 épisodes passionnants, que j'ai pu rencontrer Yoni. D'ailleurs, si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous encourage fortement à aller les écouter. Il y en a un sur la médecine fonctionnelle et un autre sur le microbiote intestinal, 2 sujets qui sont hyper fascinants. Et en plus, Georges, c'est quelqu'un de non seulement incroyablement brillant, mais aussi avec un humour décapant. Bref, voilà. Suite à ces épisodes, j'ai vraiment été inspiré d'explorer la médecine fonctionnelle, histoire de tester. Et j'ai demandé à Georges et il m'a dit « Écoute, tu devrais rencontrer Yoni Assouli, qui est mon jeune padawan et qui vit dans la même ville que toi. » Et je me suis dit « Écoute, génial, allez go !» J'ai sauté sur l'occasion, je t'ai contacté. Et je dois dire qu'après plusieurs consultations, j'étais impressionné par ton expertise, ton écoute et ta façon pédagogue de m'expliquer les choses. Et en plus, j'ai découvert que la thyroïde, c'était ton péché mignon, ton petit péché mignon, voilà, ton dada. Et pendant nos discussions, j'ai réalisé que c'était un élément qui était fondamental à prendre en compte pour notre santé. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est lorsque tu m'as dit qu'on pouvait avoir des résultats sanguins a priori bons sur la thyroïde. Tu vas nous l'expliquer tout à l'heure, mais qu'en réalité, celle-ci, elle peut ne pas fonctionner correctement et qu'il peut avoir malgré tout des pathologies comme des hypo- ou hyperthyroïdies, par exemple. Et je trouvais ça fou et je me suis dit que ça serait super intéressant qu'on fasse un épisode sur le sujet. Et c'est pour ça aujourd'hui, Yoni, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on puisse poser ensemble les bases de ce sujet, qu'on puisse aborder ce sujet, donner un peu de matière sur ça pour que les personnes qui nous écoutent, les auditeurs, puissent explorer par eux-mêmes par la suite et puissent avoir les bases, quoi. Qu'est-ce que la thyroïde ? Comment fonctionne cette glande ? Pourquoi est-elle cruciale pour notre santé ?
bien sûr comment diagnostiquer les problèmes et quelles sont les meilleures pratiques pour prendre soin d'elle. Voilà, c'est un peu l'idée le fil conducteur, les choses que j'ai envie d'explorer avec toi. Et c'est un super sujet que j'ai hâte de découvrir, donc voilà, j'ai super hâte. Est-ce que ça te va, Bah Yoni? ouais, c'est parfait. Moi aussi, j'ai Génial. hâte de découvrir avec toi cette glande, en tout cas de l'expliquer à tes auditeurs. Super. Parce que, comme tu l'as dit, elle est très très importante pour notre fonctionnement. Et ouais, c'est des choses Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas été éduqué sur le sujet. Et quand on te dit, ah, ben, les résultats TSH, c'est bon, etc. Et alors qu'en fait, pas du tout. Alors, si tu veux, en tant que médecin, voilà, tu peux en profiter, voilà, pour... on n'est pas formé non plus à traiter des hypothyroïdies. Si tu veux, on est formé à regarder le taux de TSH. Et s'il dépasse une certaine norme, donc s'il est supérieur à 4 selon la plupart des labos, à ce moment-là, on investigue davantage et on traite. Ouais. On va traiter le plus souvent par levothyrox, par exemple. Mais ça va peut-être pas améliorer le patient. En tout cas, il faut peut-être aller plus loin. Mais c'est pas... Le plus souvent, grâce à la biologie, notamment à des valeurs sanguines, qu'on va diagnostiquer une hypothyroïdie ou pas chez un patient. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est en investiguant, en discutant plutôt avec des médecins comme Georges que voilà, j'ai plus compris le fonctionnement thyroïdien. Ouais, parce que c'est pas quelque chose que fondamentalement on va chercher à explorer ou on va chercher à... on peut explorer. Donc normalement, dans tout symptôme de type fatigue chronique, trouble du sommeil, prise de poids, constipation, troubles cutanés même, on va explorer et demander un bilan. Le plus souvent, le médecin va demander la TSH, mais dans 99,9% des cas, la TSH est normale. Et on s'arrête là. Ok, voilà. Super, c'est un bon petit teasing. Est-ce que tu veux dans un premier temps te présenter un peu à nos éditeurs, auditrices, comme ça Alors moi je suis donc Yoni Assouli, de formation je suis médecin généraliste, donc j'ai fait mes études à Paris. Mais étant marseillais, et puis bon, aujourd'hui il fait très beau, on peut comprendre, je suis vite redescendu dans ma ville natale, et donc je suis installé depuis maintenant 2 ans et demi. T'as pas d'accent, hein? J'ai pas d'accent, mais je l'ai perdu à Paris. À Paris, je l'avais pour les Parisiens, à Marseille, j'ai l'accent parisien. Donc j'ai perdu. Mais... Donc je me suis installé il y a 2 ans et demi en médecine générale, que je pratique toujours, mais un petit peu, on va dire, parce que j'ai pas envie de lâcher cette médecine que j'apprécie, et j'apprécie encore plus les patients que je suis depuis 2 ans et demi, mais 95% du reste de mon activité étant de la médecine fonctionnelle. Pour exercer la médecine fonctionnelle, c'est pas une spécialité reconnue en France, ça l'est aux États-Unis, mais il faut quand même passer ce qu'on appelle des DU, donc des diplômes universitaires ciblés sur la nutrition. Donc, ce qui m'a conduit à les passer, c'est plutôt ma curiosité, un petit peu comme toi, ce qui t'a conduit à créer ce podcast. Ma curiosité pendant mon internat. Donc j'étais très curieux et j'avais du mal à comprendre pourquoi beaucoup de patients consultaient à répétition aux urgences pour les mêmes symptômes, alors qu'on les avait probablement guéris. Et une nuit, donc je me rappellerai toute ma vie, il était 4h du matin, et j'ai dérangé le seigneur de garde, parce que j'étais interne, et sur un cas, je lui ai dit, écoutez, ça fait 7 fois qu'elle revient, je comprends pas, qu'est-ce qui va pas, dites-moi. Il m'a dit, écoute, t'es très curieux, il t'a envoyé bouler. Voilà. Laisse-moi dormir, petit minot. Va passer un diplôme sur la nutrition à Dijon. Ce que j'ai fait. Donc, il t'a dit quand même de baler. Ça faisait plusieurs semaines qu'il était à bout. Et il m'a dit, va à Dijon, je pense que l'alimentation peut t'intéresser. Donc je suis allé à Dijon à la fin de mon internat. J'avais fini l'internat depuis 1 mois. Et à partir de là, ça a été pour moi une révolution, parce que ce qui m'a toujours intéressé, c'est plutôt la prévention. Je trouve qu'on n'en fait pas assez en France. On est plutôt des médecins formés à la maladie. Donc on est des médecins de la maladie, mais on n'est pas des médecins du pourquoi. Et la médecine fonctionnelle, c'est la médecine de la source du problème. Donc on remonte et on essaie de savoir pourquoi le patient est malade. Et le plus souvent, donc comme on en a beaucoup discuté, en rééquilibrant l'alimentation de nos patients, on arrive à améliorer vraiment leur santé. Voilà, ça c'est mon parcours. Et dans mon parcours, la chose la plus importante, c'est que j'ai été en contact plusieurs fois par des connaissances en commune avec Georges Mouton. Et donc une fois en janvier 2022 je crois, je lui ai écrit, je lui ai dit écoutez, voilà, ça fait plusieurs fois qu'on est dans des mails en commun, j'ai beaucoup entendu parler de vous, et de fil en aiguille on a commencé à échanger, et on s'est rencontrés une première fois en juin, et là il m'a proposé donc un projet fou pour moi, c'est de collaborer avec lui. Donc je consulte au sein des cliniques du docteur Mouton au Luxembourg.
Comme ça, il t'a proposé. Waouh, Oui, au enfin, fur et à mesure, au fur et à de mesure, mais discussion, donc, oui, t'as eu cette il a opportunité. compris que voilà, j'étais passionné, donc c'est vrai que je suis passionné par la médecine tout court, hein, encore plus la médecine fonctionnelle. Et puis voilà, ça fait maintenant 6 mois que je collabore pour lui, et c'est vrai qu'apprendre aux côtés d'un phénomène, quoi, c'est une chance inouïe pour moi. Donc je progresse tous les jours, donc voilà, je m'en régale. Voilà un peu mon parcours. Ok, super. Donc là, tu exerces, on va dire, principalement en tant que médecin fonctionnel. Enfin, tu es tout à fait. avec une forte composante en nutrition. C'est médecine fonctionnelle et nutritionnelle, parce qu'on ne peut pas enlever la nutrition de la médecine fonctionnelle. Ok. Tout à fait. Et tu t'es spécialisé dans la thyroïde, c'est ça, ou pas spécialement? C'est quelque pas chose spécialisé, alors c'est quelque chose qui est venu également, voilà, petit à petit, parce que j'avais beaucoup de dossiers quand je débutais, où je prenais peut-être pas suffisamment bien en charge les patients qui avaient des symptômes d'hypothyroïdie. D'accord. Et donc c'est en rééquilibrant le traitement hormonal pour la thyroïde que les patients ont vu une amélioration de leur santé. Et donc j'ai compris l'importance capitale de cette glande, qui est le plus souvent sous-estimée. Ouais. Et les pathologies sont complètement sous-diagnostiquées. Voilà. Donc il faut en parler, et il faut mettre au courant le plus grand nombre de patients. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. On va aborder pourquoi c'est sous-estimé, pourquoi on passe pas suffisamment de temps dessus, etc. Mais est-ce que dans un premier temps, tu peux expliquer ce que c'est la thyroïde, poser les bases de la thyroïde, qu'est-ce que c'est, où elle est, à quoi elle sert? Bon, voilà, on va dérouler petit à petit comme ça. Oui, au moins pour bien comprendre le sujet. Alors, la glande thyroïde, donc c'est une glande, ça veut dire qu'elle va avoir une sécrétion hormonale, les hormones étant des messagers. C'est-à-dire que les hormones délivrent des informations via des récepteurs hormonaux. Cette glande, elle est située à l'avant du cou, et elle a une forme de papillon. C'est pour ça que le plus souvent, pour désigner la thyroïde, on peut mettre un papillon en image, par exemple. Okay. Et elle est constituée de 2 lobes, un lobe gauche qui fait à peu près 6 cm3 et un lobe droit, pareil, de 6 cm3. Voilà. Cette glande-là, elle va sécréter principalement 2 hormones. La première hormone que la glande thyroïde sécrète, c'est la T4, qui est constituée de 4 atomes d'iode. Parce qu'on sait que l'iode est capital pour la thyroïde. La T4, elle est sécrétée par environ 80% par la thyroïde, mais c'est une pro-hormone. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de récepteur dans les cellules de l'organisme. Elle ne se fixe pas. Okay. La thyroïde sécrète donc 20% d'une autre hormone qu'on appelle la T3, qui comporte, elle, 3 atomes d'iode. Et c'est la T3 qui est le messager. C'est elle qui se délivre dans toutes les cellules, dans tous les organes de l'organisme pour passer son message. C'est elle qui est active. On l'appelle l'hormone active. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 80% restants de la T3 sont donc transmis par la conversion de la T4, qui est la pro-hormone, en T3. Ah, ok. Donc le T4 joue un rôle de, on va dire, de convertisseur, enfin de pro-hormone, c'est un précurseur. Précurseur, ouais. Voilà. Okay. Et en fait, cette conversion, elle se fait le plus souvent dans le foie par une enzyme qu'on appelle une 5'-déiodinase. Oula. Voilà, c'est un nom un peu... ouais, exactement. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle va couper un atome d'iode, elle va en supprimer un sur la T4, et ça va la rendre T3. Et la T3 va pouvoir agir. Voilà. Bon, je suis allé un peu... j'ai pas peut-être répondu à ta question, mais... Non, c'est ça. Mais du coup, donc il y a T4, T3, mais finalement c'est le T3 qui est quand même le plus important. Exactement, c'est la T3 qui a des récepteurs dans toutes les cellules de l'organisme. C'est elle qui va passer donc les messages, va dire au cœur de se contracter, va dire au système digestif d'avancer, elle va créer beaucoup de réactions. D'accord. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la thyroïde qui est le chef d'orchestre de l'organisme. Ça, il faut le retenir. C'est elle qui gère tout. Voilà. Donc elle va gérer la température corporelle, elle va gérer donc la mémoire, la mémorisation, la concentration, le système digestif, les neurotransmetteurs, elle gère absolument tout. Ah oui, tout. Voilà. Mais c'est la T3 qui gère tout. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut diagnostiquer, on va dire, 3 potentielles causes d'hypothyroïdie. Donc l'hypothyroïdie, c'est un hypofonctionnement de la thyroïde. C'est-à-dire que la thyroïde va fonctionner au ralenti. Si elle fonctionne au ralenti, tout l'organisme va probablement fonctionner au ralenti. Exact. Donc les patients vont être un petit peu comme des moteurs diesel. Tout va se faire lentement. Donc les symptômes d'une hypothyroïdie, ça c'est important. Donc le premier, le symptôme majeur, c'est la constipation. Voilà. Qui est assez fréquente comme plainte en consultation. Ensuite, on va avoir une prise de poids ou une non prise de poids.
Donc là, c'est un petit peu ambivalent. Oui. Alors là, j'ai des patients qui Ça. galèrent à prendre du poids, ils sont également en hypothyroïdie. Ça, on en parle très peu, mais je pense et j'espère que Georges fera bientôt une capsule dessus, mais voilà, on devra en parler. Il peut avoir également de la peau sèche, de la frilosité, le moral, donc forcément qui va être up and down, voilà, des troubles de concentration, troubles de mémoire, des troubles du sommeil, donc tous les épisodes d'insomnie, de difficultés d'endormissement, de réveil nocturne, ça peut être des symptômes d'hypothyroïdie. Donc ça, il faut également parler. Et au niveau digestif, donc des ballonnements également, qui peuvent être présents. Ok. Ouais, donc ça couvre quand même pas mal de choses, quoi. Exactement. On pourrait se dire que finalement, si on a ces symptômes, il y a des grandes chances que ça soit... Là où c'est intéressant, c'est que c'est pas la biologie qui doit pousser les patients à consulter ou à revoir leur diagnostic, mais c'est plutôt ces symptômes cliniques-là. Et notamment, alors moi j'ai beaucoup de consultations pour des troubles de la fertilité, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et malheureusement, c'est un fléau. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a un couple sur 4 qui a des difficultés pour concevoir. Et on s'aperçoit que le plus souvent, c'est lié à une hypothyroïdie, féminine ou masculine. Ok. Voilà. Donc, forcément, la T3 a des récepteurs également au niveau ovarien, au niveau testiculaire. Quand on dit hypothyroïdie, ça veut dire que c'est la T3 qui est en quantité insuffisante, Exactement. Qui n'est pas assez présente. Pourquoi ? Parce que soit la T4 n'arrive pas suffisamment à se convertir en T3, et ça, c'est ce qu'on appelle un polymorphisme génétique. Donc, c'est la fameuse enzyme avec un nom particulier qu'on appelle la 5'-déiodinase, qui va donc couper un atome d'iode en T4 pour la rendre T3. On appelle la DIO2. Cette conversion est effectuée au niveau du foie. Cependant, il y a des patients, on va dire, allez, on ne sait pas vraiment bien l'estimer, mais peut-être 15 à 20%, qui ont un polymorphisme génétique sur cette enzyme. C'est-à-dire qu'ils ont un allèle ou deux qui est défectueux, qui fait qu'ils vont moins bien convertir la T4 en T3. Ça, c'est génétique. C'est génétique, il n'y a rien à faire, quoi. Enfin, c'est on peut l'améliorer. On peut l'améliorer, bien sûr. Voilà. Mais ça ne va pas se manifester par des erreurs, pas des erreurs, mais des modifications du bilan biologique. C'est-à-dire que le plus souvent, la TSH sera même chez ces patients-là normale. Donc, on peut avoir une TSH à 1, 1,5. Alors, c'est quoi juste la TSH du coup ? Alors, TSH, c'est Thyroid Stimulating Hormone. Donc, c'est une hormone, encore une fois, qui est synthétisée, elle, non pas par la thyroïde, mais par l'hypophyse, qui est une glande située à l'arrière du cerveau. D'accord. Et quel est le lien avec du coup, la thyroïde ? C'est la TSH qui reçoit un signal de l'hypothalamus par encore une hormone qu'on appelle la TRH. Ah oui. Ça en fait des TSH, des TRH. Ça fait beaucoup de H. Ok, d'accord. Qui va voir l'hypophyse et lui dit, écoute, l'organisme est probablement en hypothyroïdie, synthétise la TSH. La TSH est libérée au niveau du cerveau et elle va voir donc la thyroïde, elle lui dit, écoute, sécrète tes deux hormones. Le patient est clairement en hypothyroïdie. Et la thyroïde doit sécréter la T4 et la T3. Mais cependant, on a vu qu'elle sécrète très peu de T3. Mais si le patient a un polymorphisme génétique, il va pas bien convertir la T4 en T3. Donc il aura beaucoup de symptômes cliniques qu'on a cités précédemment, mais probablement une biologie sanguine normale avec un taux de TSH qui sera inférieur à 4. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, comment ça se fait qu'une TSH ça peut être bonne alors que derrière ça fonctionne pas très bien, quoi. Parce que la TSH est déjà normalement constituée pour des normes de laboratoire. Donc il faut savoir, pour les labos, c'est selon 1000 patients. Et les 1000 patients n'ont pas le même âge, n'ont pas les mêmes poids. 1000 patients, c'est un Non, c'est selon les labos, quoi. Ok, d'accord, ouais. Mais en tout cas, il y a un échantillon qui est pris. C'est un échantillon. Et ils considèrent que pour les 1000 patients qui ont fait la prise de sang pour la TSH, le taux était compris entre 0 et 5. Ah ouais, et ça, c'est un truc qui est fait à part labo et... Exactement. Okay, d'accord. Les normes ne sont pas identiques pour chaque labo. Ok. Et cette TSH varie selon de nombreux facteurs. Donc c'est pas une variable très sensible, comme on pourrait dire d'un point de vue scientifique. Okay. C'est plutôt la symptomatologie, les symptômes cliniques. La biologie sanguine aide énormément. C'est sûr que si la TSH est inférieure à 0,5 voire 1, on va pas traiter suffisamment la glande thyroïde, mais on doit s'aider également de bilan dans les urines de 24 heures. On pourra en reparler, mais doser ces hormones-là dans les urines de 24 heures, doser l'iode, qui est le constituant majeur des hormones thyroïdiennes, et faire d'autres dosages, notamment dans les cofacteurs de l'enzyme qui est la 5'-déiodinase. On va en parler. Ouais, 5'-déiodinase. Je pense faut pas que la DIO2. Je suis pas sûr d'arriver honnêtement à la fin de l'épisode de retenir ça.
mais DIO2, ok. Donc un rôle primordial de la T3 et si ça fonctionne pas bien, là on a hypothyroïdie, mais ça peut être l'hyperthyroïdie. Enfin aussi j'ai entendu hyperthyroïdie, mais ceci c'est un lien ou l'hyperthyroïdie, c'est l'inverse de l'hypo, donc tout va fonctionner très rapidement. Donc c'est les personnes qui vont être speed. Exactement, donc ils vont être très speed. Normalement ils vont perdre du poids. Ils vont avoir des diarrhées, beaucoup de palpitations, des tremblements. Okay. Le plus souvent, l'hypothyroïdie est diagnostiquée lorsqu'on parle de la maladie de Basedow, qui est une maladie auto-immune. Basedow, B-A-S-D-O ? Non, B-A-S-E-D-O-W. Ok. Maladie de Basedow. Maladie de Graves, sinon on peut l'appeler comme ça, mais ça fait trop de noms à retenir. Oui. Ok. Mais là, c'est un sujet un petit peu encore particulier sur la thyroïde parce que le plus souvent les hypothyroïdies sont diagnostiquées lorsqu'il y a une maladie auto-immune. Là, on en a parlé un peu en préambule, c'est que mon avis, mais je pense qu'il y a une seule et unique maladie auto-immune de la thyroïde, sauf qu'on a donné deux noms. Il y en a une qu'on appelle la maladie de Basedow, qui se manifeste par de l'hyperthyroïdie, avec la manifestation d'anticorps qui vont attaquer la thyroïde. Et là, dans le cas inverse, la TSH va être totalement effondrée et il va y avoir beaucoup trop d'hormones thyroïdiennes. D'accord. Cette maladie-là aboutit le plus souvent à une destruction de la glande thyroïde et ces patients-là se font retirer la thyroïde. Ils ont une thyroïdectomie totale le plus souvent et ensuite ils sont en hypothyroïdie et traités cette fois par des hormones. Oui, parce que ça veut dire que si tu n'as plus de thyroïde, en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne. Exact. Ils doivent être traités absolument. Et le plus souvent, ces patients sont traités par des hormones thyroïdiennes, mais à base de T4. C'est là où c'est intéressant, parce que ces patients... Oui, parce qu'il n'y a pas de T3, du coup, à base juste de T4. Ouais. Voilà. À base T4, ils vont avoir plus de difficultés à perdre du poids, ils vont avoir des troubles digestifs, on l'a vu, ils vont être totalement en hypothyroïdie. Ok. Voilà. Ah oui, et pourquoi ils font pas T3, T4 ils essaient pas de... après, c'est compliqué. C'est un peu plus complexe. C'est vrai que en tant que médecin, nous, les recommandations indiquent qu'on doit traiter par de la T4. Ouais. Après, c'est un peu plus complexe que ça. On peut améliorer les patients selon le tableau et traiter avec de la T3. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus... on va plus avoir tendance à consulter lors d'une hyperthyroïdie parce que j'ai l'impression que ça va être des symptômes beaucoup plus forts et beaucoup plus accentués. Tu disais diarrhée, palpitations, voilà, c'est des trucs où on va se dire il y a quelque chose d'anormal qui vient. Ouais. Alors qu'une hypothyroïdie, fatigue, manque de sommeil, on pourrait se dire c'est une phase, peut-être que... C'est dans la tête. Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué de détecter une hypothyroïdie. Qu'une hyperthyroïdie et que c'est complètement ça. Surtout, comme tu l'as dit, les patients ne vont pas souvent être écoutés. On va leur dire il faut aller voir un gastro parce que vous ballonnez, vous êtes constipé, les examens vont être normaux, la biologie est normale, c'est dans votre tête, vous êtes proche de la ménopause. Les patients entendent vraiment de toutes les couleurs. Et c'est vrai qu'en hyper, les symptômes sont assez bruyants. Donc on consulte plus rapidement. Mais c'est plus rare. Ouais, c'est plus rare. La maladie auto-immune plus rare que la maladie de Hashimoto. Hashimoto, qui est... Oui, c'est vrai que j'avais entendu parler de Hashimoto, ce qui est une maladie auto-immune. Exactement, mais toujours au niveau de la thyroïde. Donc la maladie de Hashimoto va donc, elle, se manifester par de l'hypothyroïdie. Donc toujours avec l'apparition d'anticorps, de propres anticorps du patient qui vont attaquer leur propre glande thyroïde. Au niveau des anticorps, au niveau de deux enzymes qu'on appelle la thyroperoxydase et de la thyroglobuline, qui sont indispensables à la formation des hormones thyroïdiennes. C'est grâce donc à 4 atomes d'iode et à des acides aminés. Donc les acides aminés sont des constituants des protéines, notamment la tyrosine, que la thyroperoxydase et la thyroglobuline vont former la T4 et la T3. D'accord. Et lorsque le patient a une maladie auto-immune, donc là je vous renvoie à la vidéo et à l'enregistrement du podcast de Georges qui parle des maladies auto-immunes, ça veut dire qu'il attaque ses propres enzymes. S'il attaque ses propres enzymes, ça veut dire probablement que la cause sous-jacente est une dysbiose intestinale ou une hyperperméabilité intestinale. Ouais, ça c'est hyper intéressant ça. C'est que finalement à cause de microbiote peut amener à des problèmes de thyroïdie alors qu'on pourrait se dire a priori qu'il n'y a pas de lien ou... Ouais, complètement. C'est là où c'est intéressant cette médecine, c'est que tout est lié. Donc on a un petit peu évoqué la première cause qui est une altération du polymorphisme génétique. C'est-à-dire le patient a beaucoup de symptômes et il a la DIO2. On appelle ça donc un génotype qui peut être variant hétérozygote ou variant homozygote, c'est-à-dire qu'il a un allèle ou deux qui va être dysfonctionnel, donc il va moins bien convertir la T4 en T3.
Par exemple, dans ton cas, toi, au niveau de la DIE2, je pense qu'on peut en parler, mais Oui. tout va bien. Oui. Donc toi, tu as un C'est génotype... vrai qu'on s'est posé la question, oui. Voilà. Oui. Tu as un génotype DIE2 homozygote sauvage, c'est-à-dire que tu as toutes les capacités enzymatiques pour bien convertir la T15 en Merci T3. papa, merci maman. Exactement. C'est ça. Mais le plus souvent, ça ne suffit pas. Ouais. Parce que cette enzyme, dès qu'on parle de réaction enzymatique, elle a besoin comme de meilleurs amis. Donc des copains qui vont lui tenir la main pour l'aider à faire la conversion. Ok. Et ces amis-là, ces cofacteurs enzymatiques sont très nombreux. Le premier et le plus connu forcément, c'est l'iode. Donc on a besoin de iode, on a besoin de vitamine D, vitamine A, vitamine B1, B2, B6, sélénium, très important, qu'on retrouve dans les noix du Brésil, de zinc, d'oméga 3. Donc, oui, c'est assez riche parce que c'est vrai que moi, la première idée que j'avais, l'idée préconçue que j'avais, c'est thyroïde. Bon, bah, t'as pas de thyroïde, tu prends de l'iode et c'est tout, quoi. Non. Ou tu vas prendre du sel iodé, ou tu vas à la mer. Là, c'est intéressant ce que tu dis. Et puis tu bosses. Parce qu'on va imaginer que le patient a tous ses cofacteurs. D'accord ? Ouais. Bah, probablement que peut-être il ne les absorbe pas suffisamment. Donc, tu vas peut-être, toi, prendre de l'iode, te supplémenter par l'alimentation, mais si tu as, donc, comme Georges l'a bien expliqué, une hyperperméabilité intestinale, un leaky gut avec un intestin qui est trop poreux, tu vas pas bien suffisamment absorber ces micronutriments. Donc tu vas te supplémenter soit par l'alimentation, soit par la prise de compléments, qui sont assez onéreux, et ça servira à rien. Ok. Ouais. Donc la deuxième cause, c'est des carences en micronutriments. Ok. Parce qu'on sait aujourd'hui que l'alimentation, comme l'a dit donc Anthony Fardet sur ton podcast, ça ne suffit plus. Et donc il faut faire des bilans peut-être un peu plus poussés, au moins sur le zinc, l'iode et le sélénium. Ouais. C'est des examens un peu onéreux et franchement ça peut améliorer la santé. Ça peut améliorer pas mal. Mais ouais, ça c'est hyper intéressant de se dire aussi que des fois on dit on va se complémenter, mais ça va pas être bien absorbé ou ça va être pas ce qu'il faut pour le truc. Ouais. Complètement. Bah, j'ai beaucoup de patients moi qui arrivent, mais je leur jette pas la pierre parce qu'on est dans une société où on veut aller mieux. Il y a beaucoup de conseils maintenant sur les réseaux. C'est très marketing avec les nombreux labos qui sont présents. Donc ils achètent et ils dépensent beaucoup d'argent et au final je les vois moi en consultation et ils vont pas mieux alors qu'ils prennent je sais pas 15 à 20 compléments par jour. Ah ouais c'est vrai. Et oui, mais peut-être, je te dis une bêtise, mais ils n'ont pas besoin de sélénium. Parce qu'ils consomment des noix du Brésil, ils l'absorbent pas. Bah moi je faisais partie de ces gens-là, c'est-à-dire avant de connaître la médecine fonctionnelle ou quoi que ce soit, j'allais je sais pas m'acheter des compléments alimentaires, je sais pas, peut-être la vitamine C, du zinc, des choses comme ça, et je me suis dit bon, ça va me suffire. Je me rappelle d'ailleurs, il y en avait un que tu prenais mais j'ai plus le nom. J'ai testé pas mal de choses et en plus, je me suis rendu compte que quand je testais les choses, c'était sur un mois, ce qui est largement insuffisant. Complètement. Parce que quand on parle de traitement, on parle de l'ordre de 3-4 mois minimum mois, quoi. Et puis, bah, c'est très peu suffisant de savoir si ça fonctionne. Et puis, est-ce que tu as vraiment besoin de ça ? Exact. Et c'est vrai que quand tu découvres la médecine fonctionnelle, un peu comment ça fonctionne, tu fais les bons bilans, etc., tu te dis, mais en fait, tu n'as pas besoin des fois de... Alors, j'ai pas les bonnes images, mais de prendre... Enfin, c'était plus en mode laser, quoi. Tu sais exactement ce qu'il te faut. Ouais, c'est personnalisé. Ce que tu as besoin. Voilà, c'est personnalisé. Merci, j'avais pas le mot personnalisé. Et du coup, tu combles vraiment ce qu'il faut, te correspond, quoi. Et adapté à ta génétique. Ça, c'est super. Ok, donc la thyroïde hyper important. On a évoqué. Première cause, donc c'est polymorphisme génétique. Polymorphisme génétique. Deuxième cause, c'est les copains ou les cofacteurs enzymatiques de la DIE2. Donc qui sont très nombreux et que l'alimentation n'apporte plus. Donc ça c'est vitamine B, zinc, des choses comme ça. Sélénium. Donc tout ça c'est ça qui vont contribuer à améliorer tout ce processus. Qui vont contribuer à améliorer la conversion de la T4 en T3. Ah oui. Voilà, si ce patient n'a pas tous les cofacteurs enzymatiques et même s'il a un bon polymorphisme un petit peu comme toi, s'il manque par exemple d'iode, il pourra être en hypothyroïdie par carence en micronutriments. Ouais, ok. C'est le plus simple à gérer parce que si on corrige les cofacteurs, on corrige l'hypothyroïdie. Ok. Voilà. Okay. Ça, c'était la deuxième cause. Ouais. La troisième cause qu'on peut évoquer, et ça, c'est également un fléau dans nos sociétés parce qu'on en a parlé également en préambule, on fait tout vite, tout rapidement, avec nos emplois du temps qui sont très très chargés, et donc c'est le stress. Ok, le troisième facteur, le stress qui influence la thyroïde. Parce que le stress donc va contribuer non pas à convertir la T4 en T3, mais il va contribuer à la convertir en T3 reverse.
Ça, c'est une forme Ah oui, inactive de T3. Je l'ai vu ça dans le truc sanguin, ouais. T3 Exact. reverse. Ouais. Ouais. C'est la sœur jumelle de la T3. Elle a la même forme. Ouais. Elle se fixe sur les récepteurs, mais elle ne passe pas le message. En fait, elle bloque les récepteurs à la T3. Ok, donc à la base, on n'a pas de T3 reverse. Si, on en a. Non, il mais faut pas en avoir. Il faut pas en avoir, en mais le excès. stress, ça apporte des T3 reverse. Le stress, donc la sécrétion de cortisol, va favoriser la conversion de la T4 en T3. Ok. Reverse, pardon. La T3 reverse. Voilà. Ouais. Et c'est la T3 reverse qui donc se fixera sur les récepteurs en mono à la T3, mais elle est inactive. Donc Ok. le patient sera en hypothyroïdie par un stress assez important. Ah oui, c'est comme un parasite, quoi. Ça Exactement, vient et ça agit un peu comme un leurre, si tu veux. Voilà, ça se fixe, Ok. mais ça transmet aucun message. Et Ok. donc après, oui, il faut donner des conseils pour gérer le stress, mais ça, bon, le plus connu, c'est la méditation, la cohérence cardiaque, le yoga. Ouais. Ça, c'est très intéressant. Et surtout, je pense que ce qui est important, c'est de faire une activité qui nous rende heureux. Ouais. Ouais, il faut pas forcer les patients, il faut faire quelque chose qui nous plaît. Ça peut être la peinture, le théâtre. Ouais, quelque chose qui nous détende, on se sent bien. Où on pense c'est à vrai. rien, une bonne activité. Et puis j'imagine, il y a aussi tout ce qui est environnemental, c'est-à-dire avoir un travail qui nous plaît, Complètement. avoir des relations qui nous rendent heureux. Complètement. Il faut imaginer en fait avec le patient quelle serait sa santé idéale, quoi. Et en imaginant sa santé idéale, bah oui, souvent on peut voir un petit peu des problématiques de travail qu'il faut mettre en place pour modifier tout ça. Ça peut être au niveau de la famille, du cercle d'amis. Donc j'ai lu un article sur les régions un petit peu bleues là. Je sais pas Ah si oui, les zones bleues, les ouais. zones bleues. Les zones centenaires. Ouais, les zones centenaires. Ben, en fait, c'est le cercle d'amis qu'ils ont autour d'eux qui apparemment permet de vivre jusqu'à 150 ans. Ah oui. Ouais, les relations sociales, c'est un important. aspect qu'on pourrait négliger. Complètement. Ouais. Et On qui n'a est plus le temps hyper aujourd'hui. important. Ouais. Ah oui. Et il disait, tu vois, on parlait là de l'épisode avec Eric Simard qui est canadien. Ouais. Il disait justement, alors c'est avec elle, que les relations c'était quelque chose de hyper fondamental dans la longévité. Complètement. Parce que et que ça permettait de gagner vraiment littéralement des années à sa vie et que c'est grâce au support, aux relations sociales qu'on pouvait améliorer sa santé, être bien dans sa vie et surtout avoir beaucoup moins de stress. Donc, tout à fait. Ça c'est une problématique. Mais surtout maintenant, bon, moi je m'aperçois que la jeune génération sont sur les portables, quoi. Il n'y a plus de contacts. Ouais, et ça c'est un problème. Ah, ça c'est un problème. Ça va pas s'arranger avec l'IA, quoi, l'intelligence artificielle. On en parlait un petit peu. Donc ça va être voilà. ChatGPT. Un point également dont on peut parler, qui est le plus connu peut-être quand on parle de thyroïde, sont les perturbateurs endocriniens. Ah oui, ça c'est intéressant. Ouais. Qui sont très présents dans nos foyers, donc que ce soit dans les sachets plastiques, dans les tickets de caisse. Ça peut être également le fluor dans les dentifrices. Ah ouais. Ouais. Quand tu dis ça peut être, ça veut dire c'est pas obligatoire, mais ça peut être. Le plus souvent, le fluor est présent dans le dentifrice. C'est un perturbateur. Parce Oui. qu'il prend la place de l'iode. Oui. Il a une caractéristique chimique qui ressemble fortement à l'iode, donc il peut le remplacer comme un leurre, comme la T3 reverse au niveau de la T3. Et je sais qu'on est de la même génération pratiquement, et moi j'ai toujours eu des dentifrices. Oui, avec du fluor. Ouais. Donc on a été en hypothyroïdie. Ok, et ça veut dire qu'il faudrait éviter le dentifrice avec le fluor, mais d'un côté on dit que le fluor aussi protège l'émail des caries. Moi j'ai entendu ça, mais honnêtement non, il faut s'en passer du fluor. Ouais. Ok, parce que ça agit comme un leurre. Donc les perturbateurs endocriniens qui sont finalement présents dans l'environnement. Ouais, dans l'environnement, mais j'imagine la pollution aussi. La pollution, tout à fait, très important, pollution. Ouais. Ok. Les pesticides, il y en a beaucoup. Ouais. Donc en fait finalement on est encerclé, on est tous en un petit peu encerclé, donc il faut faire au mieux possible, essayer d'être le plus souvent dans la nature, mais c'est vrai qu'à Marseille nous on n'est pas très bien placé, quoi. Ouais. Heureusement on a quand même un peu de la mer et de la montagne, mais bon ça reste quand même une ville, il y a de la pollution. C'est pas Paris, mais on est pas mal, quoi. On est quand même pas on est quand même pas mal. Le Clénoched où habite Georges. Ah oui. Ah ouais. Là, il est tranquille. Ah franchement j'ai kiffé quand j'ai vu son. Quand il m'a fait un petit tour de mais c'est lui qui a raison, parce que la nature c'est incroyable. Ouais. Là aussi on sous-estime les balades en forêt. Ouais. Donc il y a beaucoup de bienfaits pour la santé. Ouais. Du coup ça en fait des facteurs. Donc pour récapituler, voilà, j'ai du mal. On a les deux premiers, c'est facteurs génétiques. Polymorphisme génétique. Le polymorphisme sur la DIE2. génétique, la DIE2. Tout à fait. Exactement. Donc ça c'est, on va dire, au bonheur la chance. Oui, ça il faut. C'est des analyses génétiques qu'on fait une fois dans sa vie. On sait un peu. Ça peut permettre d'avoir des pistes sur ces symptômes cliniques en tout cas, et expliquer pourquoi on n'est pas fou. Ouais. Donc ça c'est un dosage qu'on peut demander. Le deuxième c'est
tous les petits copains Voilà. qui vont supporter justement Les cette cofacteurs cette enzymatiques conversion, donc cofacteurs qui viennent enzymatiques, de l'alimentation, mais qui viennent plus comme avant, parce que l'alimentation et beaucoup moins dense. exactement a Ok. été modifiée. Ouais. Donc on n'a plus tous ces cofacteurs dans l'alimentation, donc si on se supplémente pas, on est souvent en carence. Ouais. Ça, c'est le deuxième point. Malgré le fait qu'on se supplémente, il faut aller faire un tour du côté de l'intestin, qui est le pilier de la santé. Il y a une phrase qui m'a marqué dans ton podcast avec Georges. Georges a dit quand l'intestin va, tout va. Ouais. Et il Exact. a raison. Voilà. Et c'est vrai que par exemple dans le développement des maladies auto-immunes, que ce soit Basedow ou Hashimoto ou d'autres maladies auto-immunes, il y a le plus souvent un intestin poreux. Donc au niveau de la muqueuse intestinale, il y a ce qu'on appelle un leaky gut. L'intestin n'absorbe plus Ouais. et laisse entrer tous les agents pathogènes. Ouais. Voilà. Et en n'absorbant plus, ben forcément on a des carences en micronutriments. J'ai eu aujourd'hui donc un patient qui me dit docteur, je vous jure, je mange 4 noix du Brésil tous les jours. Ok. Et il avait 70 de dosage en sélénium. 70, c'est pas norme. beaucoup, ouais. Ah non, c'est pas Oui, beaucoup. oui, je vois sûr, Norme oui, oui. entre 75 et 110, quoi. Ah oui, donc il y avait vraiment un problème de Il manque absorbait d'absorption. pas. Ouais, il absorbait pas. Ouais, tout à fait. Donc il a un intestin très poreux. Et en plus, le fait qu'on a un intestin très poreux, ça peut amener des maladies auto-immunes. Ça peut Ça aboutir pourrait- à des ça peut pathologies aboutir. auto-immunes. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, le système immunitaire qui est concentré au niveau de l'intestin, à peu près à 70%, qui est un petit peu notre armée, là pour Ouais. nous défendre, il va être tellement attaqué que le plus souvent, à force d'être trop amené à combattre, il va devenir un petit peu trop sensible. Hmm. Il va attaquer, donc comme le dit Georges, la glande qui bouge le plus, qui est la thyroïde. Ok. Et ça donne soit Basedow, soit Hashimoto. Mais pour moi, c'est une erreur d'appellation. Il va donner une maladie auto-immune sur la thyroïde, tout simplement. Que ce soit Basedow ou Hashimoto, c'est pareil. Il y en a Ouais. une qui commence par de l'hyper, mais qui finira par de l'hypo. Et il y en a une qui commence par de l'hypo. Mais vaut mieux que ça soit l'hypo que l'hyper, parce que l'hyper, j'ai l'impression, Plus complexe. il faut, c'est plus complexe, ou ça Et amène il faut même à. retirer Il faut la retirer. thyroïde, je ouais. veux dire, C'est très très complexe à gérer. De plus, les médicaments qu'on est amené à prescrire pour traiter les patients en hyperthyroïdie, soit le néomercazole, il y a beaucoup d'effets secondaires et il Ah peut y ouais. avoir beaucoup d'altérations du bilan hépatique. Ouais. Donc oui, il faut au bout d'un moment retirer la thyroïde. Ça c'est sûr. C'est mieux Ouais. l'hypo. Ouais, pour nous en tout Oui, cas, c'est plus facile c'est ce qu'on aussi à dit, c'est gérer. mieux l'hypo. Entendre ça comme ça, je me dis, bon, petit hypo, bon, ça va, tranquille. Voilà, on peut soigner, on peut avancer à Tu ce fais une niveau-là. petite hypo? Ouais, moi aussi. T'as une hyper. Ah, bien. Dommage. Ouais. Dommage pour toi. Ok. Et le quatrième facteur. Non, les Perturbateurs endocriniens. Ouais, Et puis, non, enfin, on avait dit le troisième, le le stress. stress, voilà, Ouais, c'est ça. Majeur, mais qui est présent dans tous nos foyers, quoi. Hein. Ok. Il faut agir dessus. Après, il y a plein d'améliorations pour agir sur le stress. Il y a des plantes adaptogènes, soit la rhodiola, la ashwagandha. Ouais. Ça, c'est Mais très, j'aimerais très bien intéressant. à la fin qu'on Mm. puisse avoir des. Tu me dises Des petits tutos, des petites ouais, recommandations, bien des sûr. petits trucs comme Bien ça. sûr. On a des petits conseils pratiques. Complètement. Et après, les perturbateurs endocriniens. Ouais. Donc, il faut faire attention à la maison, donc pas trop utiliser, bien sûr, le micro-ondes, faire attention aux ondes du téléphone portable, les pesticides dans les sachets plastiques, les tickets de caisse, tous les produits de maison. Moi, je sais que j'ai dit à mon épouse de vérifier les déodorants. Ah oui. Donc, on a des déos bio, un dentifrice bio, il n'y a plus de fluor. Donc C'est vrai après, que nous, on scanne maintenant les choses comme ça pour voir Exact. justement s'il n'y a pas de. Ouais. Donc, il faut acheter, il y a des marques plutôt bio qui sont bien faites. Moi, j'achète plutôt Velleda. Velleda, donc qui marche bien. Et qui n'a pas de pesticides. Ok. Ouais, c'est vrai que cette dernière catégorie, elle est beaucoup plus compliquée à gérer Plus et complexe, on a moins de contrôle, quoi. Ouais, On a exact. moins de contrôle et à la limite, il faudrait vivre au fond de Et la ouais. nature et Aujourd'hui, malheureusement. vivre d'amour, ça d'eau limite- fraîche et de tomates fraîches, quoi. C'est clair, en zone bleue, En zone bleue. Et avec voilà. du monde. Ok, c'est ce qui veut dire qu'aujourd'hui, selon toi, beaucoup de personnes seraient en hypothyroïdie sans le savoir. Complètement. Ouais. Ouais. Toi, C'est tu. des malades qui s'ignorent. Ok. Ouais. Toi, t'en vois beaucoup. Énormément. Énormément. Toi, la plupart, tu dirais, la plupart de tes patients, c'est de l'hypothyroïdie, enfin, en tout. C'est un peu biaisé parce qu'on vient me voir pour Oui, ça. c'est vrai. On a Mais ceux qui ne viennent pas pour ça, par exemple, je te parlais pour des consultations d'infertilité, sous-jacent, il y a voilà, une hypothyroïdie. Peut-être pas majeure, comme je t'ai parlé, avec des carences en micronutriments. Ouais. Mais il y a toujours des symptômes. Il y a au Ouais. moins, je sais pas, de la constipation, de la frilosité, la peau sèche. Le moral, il est pas bon. Les cycles, ils sont irréguliers. Ok. Donc, on retrouve, le plus souvent, il y a de l'hypothyroïdie. Ok.
Ouais, ça c'est intéressant. Alors comment on peut savoir, on peut s'auto-diagnostiquer? Est-ce que ça veut dire que je sais pas, je suis constipé, donc ça Oui, doit me ça doit donner nous une alerter. alerte? Tout à fait. Qu'est-ce qui doit, voilà, Ouais. qu'est-ce qui doit nous alerter? Qu'est-ce qu'on doit avoir conscience qui pourrait nous pousser à te consulter ou en tout cas creuser davantage ces sujets Bah, d'hypothyroïdie, quoi. La constipation doit être vraiment un Ça, signal c'est un rouge. facteur. Ah, Mais complètement. constipation, on pourrait se dire, bah, c'est parce qu'on n'a pas mangé assez de fibres, assez de Exact. légumes. Ça peut être Est-ce que la c'est- sédentarité, parce qu'on ne bouge pas, Ouais, voilà. pas suffisamment, pas de sport, on est déshydraté. Si on respecte pas ces causes-là, il faut penser à la thyroïde. Ok. Voilà. C'est-à-dire il faut déjà écarter ces causes-là si on parle Complètement, et complètement. si on boit suffisamment, on mange des On a fibres, une bonne etc. activité physique, Et qu'on on est toujours constipé, là il y a un souci, quoi. Ouais, Attends, il faut aller un peu plus loin. Ça, pour moi, c'est vraiment un symptôme majeur. Dès que je vois dans mes dossiers constipation, C'est the critère. c'est incroyable. Ah ouais, ok. Ah ouais, ouais. Ça, je pensais Et là, pas. j'explique, comme je fais avec toi, au patient, qu'il y a probablement une hypothyroïdie. Et là, normalement, il va me répondre qu'il a fait tous les bilans et la TSH est normale. Monsieur, vous êtes un imposteur, Voilà, exact. regardez. Le plus souvent, c'est ça. Hein. Ils comprennent pas. Mais ouais, constipation, c'est Ok. un ralentissement en fait. Voilà. Ah ouais. C'est ce qui peut conduire au développement d'une pathologie qu'on appelle nous le SIBO, Small Intestinal Bacteria Overgrowth. Ah oui, ça me dit quelque chose. Qui Ça, on donne avait vu. des ballonnements, des douleurs abdominales. Donc ça veut dire qu'il y a un ralentissement et des bactéries du côlon remontent au niveau de l'intestin grêle. Ok. Voilà. Ok. Et Donc, je suis assez fier parce que le test diagnostic du SIBO est fait à Marseille. c'est-à-dire, Dans un c'est-à-dire que labo. le labo, c'est à Ouais, Marseille. Exact. National? Ça veut dire tout ce qui est. Ah ouais, tout à ouais, fait. ok. Ouais, complètement. Ok. Donc ça, c'est cool. Ok, donc on a des problèmes au niveau du ventre, on va se dire. Des Est-ce qu'il ballonnements. il peut avoir d'autres choses, mais sans ou c'est vraiment l'unique critère Non, il y a qui des voit- patients en hypothyroïdie qui qui sont ont juste simplement frileux une prise de ou- poids, une prise de poids, ok. frilosité, qui peuvent même avoir une alternance diarrhée-constipation ou pas de troubles digestifs, Ok. mais voilà, de la peau sèche, des troubles de l'humeur. Voilà, c'est vraiment Ça va vaste comme ça. Comme symptôme. Ouais, ça fait pas mal de. Donc si on a plusieurs symptômes, vaut mieux qui durent, vaut mieux en tout cas. S'il y a plusieurs symptômes, oui, il faut aller plus loin. S'il y a un symptôme et c'est la constipation, il faut aller, aller Ok. plus loin en médecine fonctionnelle, quoi. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Je viens, ensuite on explore. Donc c'est quoi? Donc, On fait pas la TSH, on fait pas Si, on fait le bien sûr, TSH. oui, on l'a fait d'ailleurs chez toi également. Ouais, Ça c'est nous vrai. aide beaucoup. Donc dans la TSH, on va avoir déjà un indice. Ouais. Moi, j'aime bien avoir une TSH qui soit inférieure à 1,5. Ok. Au-delà, ça m'indique déjà qu'il y a de l'hypothyroïdie. On demande la T4, qui est le précurseur, Ouais. qui doit être comprise entre 15 et 20 picomoles, et la T3, qui Ok. doit être comprise entre 4 et 6 picomoles. On fait pas la T3 reverse du coup? Bien sûr, mais Ah ça, oui, c'est après. Ah, c'est après. Ça, c'est le bilan, on va Ah dire, oui, un peu classique. plus classique. D'accord. Dans la biologie fonctionnelle, on va bien entendu demander la T3 reverse, qui est un marqueur du stress, qui doit être inférieur à 0,30. Donc ça, c'est important. Et ensuite, on va demander tous les petits copains. La vitamine D, A, E, B1, B2, B6, B9, B12, oméga 3, zinc, sélénium et l'iodurine dans les urines de 24 heures. Ok. Et on peut également peaufiner notre diagnostic avec le dosage des hormones thyroïdiennes dans les urines, couplé Ok. à l'iode. Voilà, Donc, ça, c'est ouais. le bilan On va dire classique. 2.0. 2.0 classique. Et si on veut être au top, on demande le polymorphisme de la DIO2. Ok. Voilà. Et donc ça, on a dit, ça c'est des choses qui peuvent se faire dans les labos. Pas tous les labos le font, mais la plupart quand même, même sans ordonnance, mais c'est des bilans qui ne seront pas remboursés. Ouais. Même s'ils sont prescrits par un médecin, ils ne sont pas remboursés. D'accord. Voilà. Moi qui a une bonne mutuelle ou etc. Et encore. Ouais. non. C'est pas dur. À part la C'est TSH, T3, T4, le reste n'est pas remboursé. Ah ouais, d'accord. Ouais. ok. En France, peut-être le zinc oui, la vitamine E, B6 oui, mais tout le reste non. Voilà. Ok. Donc là, tout ça, ça nous donne un bon portrait, on va dire, complètement. de ce qui se passe. Complètement. Et avec ça, tu peux détecter si. Voilà, si on est peut, malade. grâce à ça, le patient pourra peut-être se supplémenter, mais il faut toujours bilanter avant. Il ne faut pas faire, comme Ouais. on a parlé, des supplémentations un petit peu via l'automédication. Ouais. Parce que, par exemple, dans le cas du sélénium, qui est un métal lourd, il ne faut pas qu'il y ait d'excès. Donc il faut quand même vérifier avant. Si le patient va mieux après la supplémentation, c'est une bonne nouvelle. S'il va pas mieux, il faudra peut-être se poser la question donc d'un leaky gut, peut-être qu'il n'a pas bien absorbé tous ces micronutriments. Ok. Bon. Donc c'est itératif. Finalement, tu fais pas tout d'un coup. On se dit. Si, mais bon, ça peut en ça- général, moi, la prise en charge quand un patient vient, tu as vu, c'est global.
Et j'adore l'intestin, donc on est obligé de regarder quand même le fonctionnement intestinal. Le fonctionnement intestinal. Mais ça dépend de chaque patient, du budget du patient. Ah oui. Oui, parce que c'est onéreux. Quoi, ouais, c'est très onéreux. Tout à fait. Ouais, parce que tu as les tests, tu as les compléments alimentaires. Tu as les consultations, tu as les tests, tu as les compléments. Ouais, c'est un budget. Hein. Ouais. Alors, on sait que la santé n'a pas de prix, mais... Ouais. Oui, c'est quand même un investissement. Il faudrait le voir comme un investissement. Ouais. Un investissement. Et ok, et donc a priori, on voit qu'il y a potentiellement des problèmes. On se supplémente. Et au bout de quelques mois, ça revient à la normale. Ça dépend du patient. A priori, ce qui est très important, depuis le début, il faut retenir ça, c'est que ce sont les symptômes cliniques qui vont être intéressants. Ok. La biologie, c'est de la biologie. Ouais. Donc, on ne traite pas un papier, on traite un patient. Ouais. Donc, si le patient revient 4 mois après et me dit « docteur, je suis plus constipé, j'ai plus froid, j'ai plus de ballonnement, je vais mieux, mon moral, il est au top. » Même si la biologie, la TSH n'est pas bonne, le patient va mieux, point. Ah ouais, ok, d'accord. On ne peut pas harmoniser les... Enfin, on pourra harmoniser, bien sûr, il y aura quelques réglages fins à faire, mais le plus important, c'est le patient. Ok. Ouais. C'est pour ça que, malheureusement, cette pathologie n'est pas très bien prise en charge parce qu'on n'est pas assez à l'écoute du patient. Ouais. Le patient va insister sur sa constipation, sa frilosité et son moral, et on va regarder que les chiffres biologiques. Ouais. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Ouais, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de temps. C'est pas une médecine de prévention. D'intérêt. Ouais, c'est pas une médecine de... Non, on traite la maladie. Ok. Ok, ça marche. Donc, on règle tout ça. Mais j'imagine que une fois qu'on règle tout ça, est-ce que ça peut revenir? Ouais, tout à fait. Ça peut revenir s'il n'y a pas de changement dans l'hygiène. Ça peut revenir avec, on a dit peut-être qu'il y aura des événements un petit peu compliqués à gérer, soit professionnels, personnels, avec un stress assez important. Peut-être que le patient ne va pas avoir autant de rigueur qu'il faudrait sur l'alimentation. Elle va peut-être être inadaptée à sa génétique, parce que là aussi ça peut être intéressant, on peut personnaliser nous la nutrition. Donc ça c'est beaucoup de facteurs qui peuvent encore une fois entraîner une hypochirurgie. Ça peut revenir, mais lorsqu'on le voit, on essaie de lui donner des clés sur le long terme, quoi. Ouais, parce que c'est pas des traitements, on va dire, à vie, quoi. Non, on peut pas se dire on prend ça finalement comme si on est entre guillemets tranquille. Bon, déjà ça va être très onéreux, mais si on écarte ça, on se dit si on prend ça, on sera tranquille toute la vie. Non, c'est pas à vie parce que on va dire tous les 6 mois on change, l'environnement change, l'alimentation peut changer, le stress aussi. Donc on peut pas se bilanter tous les 3 mois. Faut faire des bilans si on a besoin tous les 6 mois à 1 an. Mais c'est pas des traitements à vie. Le plus souvent ce n'est pas à vie, à part si on a des polymorphies génétiques. Donc pour ma part, en tout cas, moi je suis non sécréteur de mucus. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là si moi je me supplémente à vie. Ah oui. Donc je me supplémente à vie en mucus. Mais bon, voilà, je vois les bénéfices. C'est-à-dire que si je me supplémente pas, j'ai des troubles digestifs. Ok, d'accord. Et ça peut pas se changer ou non, quoi que ça, c'est génétique, on m'a pas gâté. Il y a pas de... Et ça peut pas changer, je peux me supplémenter. Ma solution c'est ça, mais j'ai pas d'autre solution. Peut-être que plus tard il y aura des technologies qui vont permettre de... Ça m'étonnerait pas. Ça me fait penser à un sujet que j'aimerais trop aborder, c'est la technologie CRISPR, je crois. C'est le ciseau génétique. D'accord. L'idée c'est de pouvoir justement modifier certaines parties du gène, je crois, pour pouvoir les remplacer, pour avoir les bons gènes. Bon, c'est très grossier la façon dont je dis. C'est comme un copier-coller. D'accord. Copier-coller génétique. Toi, tu as un problème, il te manque ça. On va te prendre la bonne chose et on va remplacer ça par la bonne chose, quoi. Ouais. Non. C'est un truc qu'on est aux prémices, mais j'ai vu qu'il y a des choses comme ça qui se font. Pourquoi pas, ça serait révolutionnaire. Ça serait révolutionnaire, quoi. Ok. Et si on n'a pas de symptômes, tu conseillerais quand même faire un bilan régulier? Si on n'a pas de symptômes, après c'est au bon vouloir du patient. Mon avis, c'est que c'est une médecine de prévention. Donc il ne faut pas attendre d'être malade pour consulter. Je pense qu'il faut prendre les choses en amont du processus. Et puis moi je conseillerais de consulter, du moins pour être en forme, avoir de l'énergie. Pour vivre pleinement sa vie, je trouve, pour pas survivre, quoi, parce qu'on est dans un monde où on survit, moi je trouve. Ouais. Tu penses qu'on est on fait tout à 1000 à l'heure, on mange entre deux patients en tout cas, on mange en 10 minutes, on ne mastique pas, on fait moins de sport, on a moins de temps pour soi, donc la vie file, quoi. Et tout ça, c'est un impact majeur. C'est un impact majeur, ok.
au niveau de l'organisme. Tu parlais de la fertilité. Oui. J'aimerais revenir un peu dessus. C'est quelque chose qui est beaucoup impacté par la thyroïde. Et Oui. que, en gros, si on arrive à corriger ce problème de thyroïde, les personnes redeviennent fertiles. Alors, ouais, moi, Enfin, c'est peut-être très naïf comme non, ça. mais c'est un petit peu ça. Alors, il y a des patients que je vois, des couples que je vois, qui sont soit déjà en PMA, procréation médicalement assistée, donc en essai bébé, soit ça fait tout juste 1 an, voire 1 an et demi, qui n'arrive pas, où la patiente n'arrive pas à tomber enceinte. Quand on fait des bilans, souvent je m'aperçois qu'il y a une hypothyroïdie sous-jacente. Cette hypothyroïdie sous-jacente peut soit amener la patiente à faire des fausses couches à répétition, soit carrément à avoir des difficultés à tomber enceinte. Et en réglant le fonctionnement thyroïdien, on peut permettre d'optimiser la fertilité, que les patientes tombent enceintes naturellement et d'éviter des fausses couches. Et ça fonctionne bien. Enfin, je veux dire, ça. Ouais, on a des bons résultats. Ouais. Ok. Ça, c'est hyper intéressant, ça. Ah, moi, j'adore ce sujet-là. Et pourquoi il y a de la prévention? Enfin, est-ce qu'il y a de l'éducation autour de ça, non, un peu, tout ça c'est là où c'est encore plus paradoxal. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an où le couple a des rapports sexuels réguliers et la patiente n'est pas tombée enceinte, PMA. C'est la réponse. C'est-à-dire directement, on va parler d'insémination, voire de fécondation in vitro, de stimulation ovarienne, mais qui ont des conséquences. Parce que derrière, il peut y avoir des pathologies chez la patiente à force de trop stimuler les ovaires. Et on va pas se dire, mais écoute, peut-être qu'il y a des carences, je dis une bêtise, en vitamine D, en iode, en sélénium, qui ont un impact majeur sur la fertilité, ou en coenzyme Q10, que ce soit chez la femme, mais également chez l'homme. Parce que la femme est pointée du doigt. Parce qu'on est dans une société un petit peu de macho et on pense pas au mari. C'est toujours la faute de la femme, de toute façon. Toujours, exact. Mais pas le plus souvent, mais dans 50% des cas, l'homme a sa responsabilité. Il a son rôle à jouer aussi. Complètement. Et il y a des carences très importantes à prendre en charge également. Mais c'est un sujet passionnant. Ouais, tout à fait. Ok. Mais c'est vrai qu'on non, à part toi que ce soit par exemple moi le plus souvent les patientes viennent en consultation seule parce que le monsieur n'est pas pas chaud. Il est pas chaud, il pense que ça vient d'elle également, peut-être parce qu'on leur a dit que c'était elle. Et moi je leur donne des conseils, je dis il faut dire à votre époux de pas mettre des jeans trop serrés, d'arrêter les sodas, de pas trop consommer d'alcool, de pas trop fumer. Mais c'est des conseils faciles à mettre en place. Voilà, ça c'est pas souvent dit, quoi. Ok. Ok, super intéressant. Aujourd'hui, on en est où sur... là, on parlait d'éducation, mais toutes ces éducations autour de la thyroïde, pourquoi on n'en parle pas plus selon toi? Est-ce que pourquoi c'est par manque de temps? C'est par manque de connaissances? J'ai pas trop d'idées là-dessus. Peut-être que les connaissances, elles sont là. Les études scientifiques, donc nous, tout ce qu'on dit, ça respecte l'evidence-based medicine. Hein. Il y a des preuves à l'appui. On sait que l'iode, il y a des études scientifiques là-dessus, le sélénium, le zinc. Pourquoi c'est pas pris en charge par le corps médical, ça j'ai pas vraiment de réponse, quoi. Donc nous la réponse qu'on a, c'est si la TSH elle est supérieure à 4, on doit donner du levothyrox qui est de la T4. C'est un médicament, ça peut marcher. Ça marche. Moi j'ai des patients qui vont bien sous T4, sous levothyrox, mais si le patient a un polymorphie génétique ou des carences en micronutriments qui fait qu'il ne peut pas bien convertir son levothyrox en T3, il ira pas mieux. Et puis en plus il peut avoir des effets secondaires, non, quand c'est pas spécialement? Pas spécialement. Non, il y a pas spécialement d'effets secondaires. Il peut se retrouver en hyper s'il est surdosé, avec des palpitations, des diarrhées, des effets d'hyperthyroïdie, mais il n'y a pas trop d'effets secondaires. Toi, je parle plutôt du scandale qu'il y a eu au levothyrox avec des excipients. Je pensais pas à ça, mais non, mais c'est intéressant. Il y a eu un changement dans la formule, ils ont changé les excipients sur le levothyrox et ça a modifié la symptomatologie des patients. Mais ça a été revu depuis. Mais ça, oui, ça a bel et bien existé. Mais sinon, en soi, le levothyrox n'a pas d'effet secondaire. Soit il marche, ça arrive, soit il ne marche pas parce que le patient doit aller plus loin. Ok. Très bien, je pense avoir bien fait le tour sur ça. C'est quoi pour toi des bons conseils pour déjà maintenir une bonne santé thyroïdienne? On en a un petit peu parlé, mais voilà, si on veut repasser en revue et avoir des choses claires à mettre en place, ce serait quoi déjà les premières bases, sans même peut-être avoir à consulter, mais en tout cas des choses qu'on pourrait faire déjà dans le quotidien qui sont selon toi indispensables pour avoir une bonne santé au niveau de la glande thyroïdienne? Alors le premier point, mais c'est toujours un des piliers de la santé, c'est l'alimentation. Donc il faut essayer au maximum d'avoir une alimentation qui respecte le bio,
qui soit varié le plus possible pour le microbiote intestinal, qui soit local, de saison, qui ait pas trop de produits industriels. Pas de produits trop transformés, et là donc t'as fait un super podcast avec Monsieur Fardet, avec Anthony Fardet, faut absolument écouter. Il faut avoir une activité physique, donc au-delà de l'activité physique, peut-être un temps pour soi, une activité qui peut rendre heureux le patient. Ensuite faire peut-être de la méditation, de la cohérence cardiaque, travailler sur le stress. On en a un petit peu parlé, mais prendre, si le stress est trop présent, des plantes adaptogènes, que ce soit l'ashwagandha ou la rhodiole, qui peuvent bien aider. Prendre du magnésium, qui est très très important. Pour prendre la magnésium comme ça Ouais, il n'y a pas trop de contre-indications à en prendre, mais du bon magnésium. C'est quoi du bon magnésium? Du bisglycinate de magnésium, du glycérophosphate ou du taurate de magnésium. Ça dépend de l'indication. Ça peut déjà être bien. Ça, on peut l'inclure dans notre routine, quoi qu'il arrive. On peut pas faire d'overdose de... Non. Ok. Non, il n'y a pas de surdosage en magnésium possible. D'accord, ok. Donc c'est bien de le prendre quoi. Exact. Donc déjà de mettre en place ces facteurs-là, ça peut être bénéfique pour l'organisme et corriger, on va dire, une potentielle hypothyroïdie, pourquoi pas. Un facteur majeur dont on n'a pas parlé, mais moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, j'en parle toujours avec mes patients. Personnellement, je pense que le pilier et même les fondations de notre santé, c'est le sommeil. Ah oui. Et après viennent s'ajouter l'alimentation, l'activité physique, la méditation. Mais pour moi, voilà, le pilier majeur, c'est le sommeil. Et je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de troubles du sommeil. Et malheureusement, les patients s'habituent à ça. Ouais, ça devient normal. C'est normal. C'est normal de consulter ses mails à 23h30, de se coucher à 1h. Et c'est pas pour autant qu'ils vont dormir jusqu'à 10h. Ils vont se lever à 7h du matin. Mais quand on voit l'impact du sommeil sur notre santé, c'est absolument incroyable. J'ai lu une étude il y a pas plus tard que 48 heures sur 2 groupes. Donc ils ont comparé 2 groupes. Un groupe qui dormait que 4 heures par nuit pendant 3 jours et un autre groupe qui avait le droit de dormir entre 8 et 10 heures. Le groupe qui dormait 4 heures par nuit avait des compulsions, avait besoin de manger toutes les 6 heures, avait des troubles de la concentration, de la mémoire, donc ils ont fait des jeux de mémorisation, ils avaient des difficultés. Et le groupe qui avait dormi 8 heures, aucun, ils n'avaient pas faim, ils s'alimentaient quand on leur donnait à manger, ils avaient la même mémoire, tout. C'est incroyable, le sommeil. Ah oui, tu vois, quand je manque du sommeil, c'est la cata, quoi. T'es bien placé pour en parler. T'es bien fatigué, ouais. C'est comparable, il y a des études qui comparent donc les troubles du sommeil même avec une intoxication à l'alcool. Ah ouais? Ah oui, complètement. Si tu fais une insomnie de 24 heures ou tu bois, je dis une bêtise, je sais pas, 3 bouteilles de vin, t'es dans le même état. Et donc je pense qu'il faut travailler sur le sommeil, éteindre absolument les écrans à 21h ou 22h et aller dans le lit, lire un livre, méditer. Qu'il y a un break, quoi. Il y a une transition entre le moment d'âge. Complètement. Voilà. Et dormir, moi je conseille de dormir au moins 7 heures. Au moins 7 heures, Tout à fait. Mais ça, c'est primordial, quoi. Et dormir de qualité. Qualité. Après, voilà, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on peut avoir donc des patients qui ont un bon sommeil. Il n'y a pas de trouble de l'endormissement ni de réveil dans la nuit. Pourtant, ils vont me dire, docteur, le matin, je me lève, je suis fatigué. Là, il faut peut-être monitorer le sommeil. Rechercher donc un syndrome d'apnée du sommeil qui peut être sous-jacent, voir si on peut pas mettre une gouttière, appareiller le patient, parce que c'est très important, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. J'ai fait ça justement, un monitoring du sommeil. Très intéressant. Et on s'était rendu compte que je faisais une petite apnée du sommeil. D'accord. Alors je sais pas, il faudrait que je vois si c'est génétique ou pas, mais en tout cas une petite apnée du sommeil. Et en fait, je m'en rendais pas compte, c'est qu'en fait peut-être tu vas ronfler ou peut-être tu vas faire des petites apnées qui vont t'épuiser. Tu as l'impression d'avoir bien dormi, mais en fait pas du tout. Et du coup, par rapport à ça, il y en a qui rigolent, mais des fois je mets... Mais on en a parlé, je les ai achetés. Ah, t'as acheté? Oui, tu te rappelles pas? Ah oui. Mais je l'ai enlevé au bout de 2 jours parce que ma femme m'a dit, écoute... c'est pas le truc c'est pas possible, c'est un tue l'amour. Oui, alors clairement, alors on parle, c'est des petites étiquettes qu'on met autour de la bouche. Exact. Est-ce qu'il faut respirer par le nez? Pour faire respirer par le nez, d'ailleurs, respirer le plus possible par le nez, parce qu'en respirant le plus possible par le nez, on est plus oxygéné. Voilà, on s'habitue aussi à respirer par le nez, donc la nuit, à mieux respirer par la nuit. Et en fait, ces petites étiquettes-là, on les met sur la bouche, ça bloque la bouche. Du coup, ça nous force à respirer par la nuit, donc on ronfle pas, donc on fait pas d'apnée du sommeil,
on dort mieux, etc. Et on se lève en meilleure forme. Mais c'est vrai que quand tu te lèves la nuit, tu te vois avec le gros truc. C'est impossible. Où il y a ta femme qui te dit mais c'est bon, c'est quoi ce truc et tout. Après, il y a des montres connectées. Ouais. Donc il y en a une qui est apparemment bien, je vais bientôt la tester, c'est la WeSings. Qui donne je serais curieux d'avoir ton retour dessus parce que je cherche une bonne montre connectée. Je te dirais, je pense que ça fait un moment que je voulais la prendre pour explorer le sommeil. Ouais. Mais voilà, il faut vraiment mettre un point d'honneur sur le réglage du sommeil. C'est très très intéressant. Est-ce qu'il faut être régulier dans son sommeil ou pas? Tu penses que c'est important? Régulier, non, peut-être pas. Parce que par exemple, lorsque l'été arrive, on va peut-être se coucher plus tard, il y a des soirées en extérieur. Mais dormir au moins 7 heures. Bon, en tout cas, la quantité, quoi. Il faudrait avoir au moins 7-8 heures. Complètement. 7, 8 heures de sommeil. Et quand on dit, vous savez, j'ai des personnes âgées qui ont 75 ans, je trouve ça merveilleux, elles veulent vieillir en bonne santé, elles font de la prévention. Elle me dit, mais docteur, on parlait de sommeil, mais nous, c'est les seniors. Oui, mais c'est vrai qu'ils disent qu'ils dorment de moins en moins. Ben oui, mais c'est faux. Ah ouais? C'est une idée reçue. D'accord. Ils me disent, docteur, nous, en tant que seniors, on a besoin de moins d'heures de sommeil. Je dis, mais c'est faux. Okay, on a besoin de tous les deux de la même heure. C'est vrai que j'ai entendu des personnes âgées autour de moi, ils disent je dors 4 heures, 5 heures. Mais ça me va, ils disent je suis content. Mais non, c'est pas bon. Ils développent plus de diabète, ils développent plus de cancer, plus de maladies cardiovasculaires, plus de troubles digestifs. C'est un fléau le sommeil. Alors j'avais vu un truc, alors j'ai plus la source et je sais plus comment, mais qui apparemment il y avait une infime partie de la population qui avait un allèle particulier. Je sais plus où, comment ça s'appelle, mais qui leur permettait en fait d'avoir uniquement 4-5 heures de sommeil. C'était largement suffisant pour eux. Moi, j'en ai pas entendu parler. Alors après, ce qui est très intéressant... J'en ai entendu parler il y a pas mal de temps, mais ça représente quoi, 3-4% de la population? Ouais, mais c'est pas mal. Et du coup, je les ai pas eu en consulte à 4 heures. Je me dis, je dors 3-4 heures et t'es bien, ça te permet après de... Comme les éléphants font ça. Les éléphants font ça? Dans 4 heures et ça suffit. Les lions, 12-13 heures. C'est un sujet qui me passionne donc je suis allé loin mais c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. Ok. Donc le sommeil, l'alimentation, jouer sur le stress. Voilà. Déjà ça permet de se supplémenter de bonnes choses. Donc tu dis déjà on a dit le magnésium. Voilà, ça c'est toujours quelque chose. Un bon basique. Il y a autre chose en bon organique. Taurate ou bisglycinate ou glycérophosphate, c'est toujours des noms sympathiques. Oui. Voilà. Et ensuite, il faut quand même faire des bilans pour se supplémenter avant quand même. Ok. Tout ce qui est vitamine D, des choses comme ça, est-ce que il faut se faire un bilan? Il peut y avoir des cas d'intoxication à la vitamine D. Okay. Nous, à Marseille, on est bien placé parce qu'on a quand même le soleil qui est là souvent dans l'année. Mais malgré tout, on a beaucoup de carences. On a beaucoup de carences. Moi, mes patients sont carencés en vitamine D. Mais il faut le doser. Ouais, j'ai l'impression que c'est aussi la vitamine D, c'est quelque chose où on est pas mal carencé. Très important la vitamine D, pour l'immunité notamment. Ah, c'est vrai que je me disais avant de faire ces bilans, je prenais du zinc un peu par-ci par-là. Je me rappelle, mais j'ai plus le nom de ce que tu prenais, mais ça m'avait marqué. Spiruline, non? Non. La chlorella. Ah, c'est peut-être ça. La chlorella, la et tout. C'est peut-être ça. Parce que oui, moi, je sais pas, je vois super aliments. Tu dis, ça a l'air d'être cool et tout, d'apporter pas mal de bonnes choses. Et après, il y a cette histoire de durée parce qu'il faut le prendre dans le temps. La durée, le coup. Peut-être t'avais pas besoin à ce moment-là de chlorella, mais t'avais plus besoin de jode, par exemple. C'est ça qui est intéressant parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus, on en parlait un petit peu, mais de plus en plus de labos, de compléments alimentaires. Tu sais même pas. Oui, ça pousse comme des champignons, on sait pas d'où ça vient. Comment j'en profite pour te poser cette question? Est-ce que tu as des recommandations de labo chez qui tu penses que c'est de la bonne qualité et comment aussi arriver à savoir si c'est de la bonne qualité ou pas? En tant que médecin, je peux pas donner de nom de labo. Okay. Ça, c'est toujours très particulier, mais je peux conseiller du magnésium organique, quoi. Bisglycinate, glycérophosphate, taurate et la plupart des labos le font. Je suis pas médecin, tu vas me donner l'info et après, si vous voulez l'info, on va négocier. Information top secrète. C'est ça. Ok, oui, c'est vrai que tu peux pas donner de labo. Ça fait des conflits d'intérêts. Ok, mais est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de savoir, en tout cas des pistes qui permettent de savoir si c'est un bon labo ou pas, Oui, après il y a des labels en général, donc le labo doit afficher les labels, pour lesquels il fait partie. Après les labos, ceux qui sont bons normalement sont connus. C'est peut-être pas connu sur les réseaux, mais c'est le plus souvent même de bouche à oreille. C'est peut-être pas ceux que vous allez trouver le plus souvent dans les endroits adaptés, mais plus souvent ils sont connus, quoi. Okay. Faut pas prendre peut-être le moins cher, quoi, parce que le moins cher n'a peut-être pas mis la dose recommandée.
Voilà. Ok. Ouais, et après, en plus, j'imagine, il y a une dose recommandée, il y a une qualité aussi du produit aussi. Complètement. Si Complètement, ouais. c'est des produits qui sont Il n'y a pas purs, pas purs, d'excipients, d'excellents. exactement. Ouais. C'est- Parce que c'est vrai que des fois, tu regardes les compléments alimentaires et tu vois une liste d'ingrédients ouais. assez folle et finalement, le composé. Et Enfin, le il truc, n'y a rien dedans, il y a voilà. 50% des Ouais. apports recommandés. Donc, ouais, c'est vraiment. Ok, Ouais. ok, super. Donc supplémentation. Et une fois qu'on a fait ça, si on a toujours des symptômes, c'est Aller plus loin, oui. d'aller plus loin, Ouais, de creuser et puis complètement. d'explorer le sujet. Ouais. Ok, ok, super. Il y a autre chose autour de la Bah, thyroïde on qui est pourrait important. parler encore 2 Ouais, heures. Hein. parce que c'est vrai que là, C'est très vaste comme on sujet. a fait un Ouais. bon petit tour. Est-ce qu'il y a voilà, des choses qu'on a oublié d'aborder qui sont fondamentales ou je suis en train de réfléchir parce que voilà, on était en mode discussion sur un peu sur Ouais. on peut en parler. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal parce qu'il y a beaucoup d'infos. Ouais. Le temps que les auditeurs digèrent ça, c'est le cas de le dire. Mais ouais, peut-être qu'on Il y va a y beaucoup penser. peut-être un aspect sur les perspectives. Est-ce qu'il y a des limites? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que, malgré tout, est-ce que toi, c'est arrivé de rencontrer des patients où tu peux rien faire? Ah oui, Ou est-ce oui. qu'il y a des choses où même il y a je sais pas, tu as l'hypothyroïdie, mais on n'arrive pas à la corriger? Non, peut-être pas en hypothyroïdie. Non, là, c'est vrai qu'on a des bons résultats. Plutôt les patients donc en hyper, maladie de Basedow, là, c'est plus complexe même en médecine fonctionnelle. Ouais. Après, c'est tellement variable selon le patient. Il peut y avoir également des échecs. Ok. Tout à fait. Ah oui, Donc complètement. là, C'est pas une médecine miraculeuse. on va dire, c'est pas parce que tu prends les bons suppléments et choses comme ça que ça va Non. forcément. Non, Ok. parce que je pense qu'il faut voir la médecine fonctionnelle comme une médecine du mode de vie. D'accord. Donc je pense que c'est pas la supplémentation qui va tout résoudre, mais c'est ce que le patient va mettre en place pour sa santé. Donc j'ai eu une patiente ce matin naturopathe et elle me dit, vous savez, à côté de la naturopathie, je fais de la réflexologie plantaire. Je dis, oh, mais c'est super, je trouve ça intéressant. Elle me dit, mais vous savez ce que préfèrent les patients? Alors je dis, bah non. Elle me dit, bah la réflexologie. Elle me dit, parce que là ils sont passifs. Elle me dit, la naturopathie, comme la médecine fonctionnelle, on a besoin d'une bonne observance du patient. Et ce que je dis le plus souvent, quand on veut m'envoyer donc la tante, l'oncle, le père, le grand-père, si ça vient pas de soi, ça pourra pas marcher. Parce que il y a des contraintes. Il y a peut-être des aliments qui vont être nocifs pour la santé du patient qu'on va devoir enlever. Je pense notamment au gluten. Et il va y avoir voilà, peut-être des suppléments à prendre tous les jours. Quelques restrictions qui peuvent poser problème avec une modification. Peut-être je vais demander au patient d'avoir une activité physique à côté, de faire la méditation, d'imaginer sa santé idéale, de mettre en place des choix. Mais c'est pas donné à tout le monde, il faut être motivé, il faut avoir une motivation, il faut avoir une volonté quoi. Là où c'est important, où c'est intéressant, c'est que l'hypothyroïdie donne beaucoup de procrastination. Ah oui. Et c'est un cercle vicieux. Ah oui, c'est un cercle vicieux. Ah ouais. Okay. Donc c'est complexe. Ça marche pas toujours. Je veux pas dire que ça vient de la part du patient. Peut-être que de notre côté, on n'a peut-être pas mis en place le meilleur protocole possible. Ouais. Ok. Mais il y a quand même une grosse part une part importante de responsabilité dans ce partenariat. C'est un partenariat entre le patient et le médecin. On avance ensemble, main dans la main. Il faut que le patient comprenne tout parce que c'est pas pas une médecine classique. C'est onéreux, ça demande de l'investissement et oui, il faut être très observant. Ouais, c'est vrai. Ça, moi, j'avais tendance à dire allez voir faire un truc médecine fonctionnelle, tout va être réglé. Non, parce que dans l'ancienne génération, moi je pense à mes parents. Oui, moi aussi je pense à mes parents. Mon père, ça fait 50 ans qu'il a son hygiène de vie et il me dit mais arrête de me saouler avec ça quoi. Jamais il modifiera son hygiène de vie. Ça, moi aussi j'en ai parlé à mon père. C'est impossible, ils sont pas formés à ça quoi. Et c'est frustrant. C'est frustrant. On doit lâcher prise sur ça, mais il faut avoir ok. Écoute, génial. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ouais, c'est super. Merci à toi. Pour le coup, c'est vrai que d'habitude, je demande à des auditeurs auditrices s'ils ont des questions. Sur l'épisode, j'ai pas fait mon boulot dessus, donc j'ai pas de questions spécifiques. En revanche, ce que je peux proposer, c'est si à la suite de cet épisode vous avez des questions ou des choses particulières, n'hésitez pas à mettre des commentaires. À écrire peut-être à Yoni ou à moi et comme ça je pourrais transmettre l'information, on pourra éventuellement partager l'information, compléter l'épisode et puis c'est quelque chose d'évolutif. Là, l'idée avec cet épisode c'était de poser les bases, d'être un peu plus éduqué sur le sujet.
de pouvoir mieux explorer aussi par la suite, de donner un peu voilà, à manger et de savoir après se dire bah tiens, ouais c'est vrai, peut-être ça pourrait être ça et entamer une démarche qui pourrait amener à d'autres choses. Exactement. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de cet épisode. Et puis si on voit qu'il y a un engouement terrible autour de la thyroïde, on ne sait jamais. On fera un acte 2. On fera un acte 2 plus poussé avec Questions-réponses, des ouais, questions-réponses, peut-être des choses un peu plus techniques. Tu vois, tu m'as dit DIO2. Ouais. Je me souviens plus le nom. Voilà, 5'-dioginase. Voilà, bon, voilà. Si vous arrivez à retenir ça, c'est que vous avez tout. C'est l'objectif. Ok, écoute, super cool, Yoni. Merci beaucoup. Merci à toi, Niran, c'était voilà. super. Avant de conclure, on va passer au rituel des petites questions. Je sais que tu attends ça avec impatience. Tu t'es dit, je vais faire l'épisode juste pour ça. C'est clair. Et voilà, bah, l'idée, tu connais la chanson, de répondre le plus spontanément possible. Et puis, Ouais, bien sûr. Et puis voilà, on y go. Allez, c'est parti. Allez, comment tu te décrirais en un mot? C'est dur, hein. Eh oui. Sensible. Sensible? Ouais. Ah ouais, toi, il est sensible. Ok. Alors, je rigole. Qu'est-ce qui te fait sourire au quotidien? L'amélioration de mes patients. Ouais. T'en vois, du coup, ça doit être formidable, toi, de voir justement les Incroyable. Ah oui, complètement. Il y en a qui viennent et qui sont, on va dire, en désespoir, qu'ils savent plus vers quoi se tourner. Ceux qui viennent nous voir, ils sont en errance médicale. Hein. Ils ont fait le tour. Ça fait 10 ans qu'ils vont pas bien. Hein. C'est des dossiers assez costauds. Ouais. Et de voir qu'ils vont mieux, c'est pas grâce à moi, mais parce qu'on a recherché les bons examens, c'est incroyable. Ok. Super. Qu'est-ce que tu crois vrai que beaucoup de personnes pensent fausse? Waouh. C'est une question là en plus tard dans la journée. Ça c'est complexe comme question. Peut-être qu'on n'a pas tout compris sur le Covid. Ok. Ouais. Porte ouverte. Exact. Si tu étais dans les nuages avec un gros panneau d'affichage et que tu pourrais diffuser un message pour le diffuser au monde, ce serait quoi comme message? Manger mieux. Manger mieux, bouger mieux. Manger mieux. Si tu pouvais remonter dans le temps et parler à toi, enfant ou ado, qu'est-ce que tu lui dirais? N'aie pas peur. Ouais. Crois en tes rêves, crois en ta chance. J'ai toujours été un garçon timide qui osait pas. Et puis la vie a fait que j'ai évolué au final. Ouais. Je pense que ce sont les personnes les plus téméraires qui croient en eux le plus fort possible qui arrivent au final. Ouais. Très bien. Super. Quelles sont les une ou plusieurs leçons importantes que tu as apprises dans la vie? Ouais, dans ta vie, quelque chose qui te vient. Ne jamais baisser les bras. Ça, je l'ai appris plutôt au foot avec mon papa, qui m'a toujours donné ce dicton. Deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours rester positif. Ok, très bien. Si tu avais l'opportunité de prendre un café avec un personnage historique ou une personne importante pour toi, tu choisirais qui et pourquoi? Waouh, là, je pense. Peut-être que tes auditeurs en connaissent, mais ça va loin. Donc, c'est un personnage plutôt religieux. Docteur Georges Mouton. Voilà. Je l'ai pris déjà le café avec lui. Non, c'est on l'appelle le rabbi de Lubavitch. Le rabbi de Lubavitch, ok. Ouais, qui est un personnage très important dans la religion juive, qui est un rabbin à Brooklyn, qui est décédé et qui a marqué des générations et qui continue de marquer. Et moi, je trouve ça incroyable parce que voilà, ce rabbin n'est plus là. Ouais. Depuis à peu près 20 ans, je crois, et ce que fait la génération qu'il a, entre guillemets, éduquée est absolument admirable. Ouais. Il y a un message qui est porté et qui continue d'être transmis. Complètement, parce que moi, ce que je trouve beau dans la religion, c'est pas les excès. Moi, je suis, on va dire, très croyant, mais je suis plutôt traditionnaliste, donc je suis pas le plus religieux, mais je trouve que ceux qu'on appelle les Lubavitch ont quelque chose pour nous amener à la religion, que d'autres peut-être juifs n'ont pas, mais moi en tout cas c'est une religion dans la religion. Ok, super. Voilà. Merci. Un livre ou plusieurs livres que tu recommanderais? Un livre que je trouve exceptionnel, c'est le livre de Georges Mouton sur l'écosystème intestinal. Ah oui, le fameux livre. Ouais. Qui est incroyable. Un deuxième livre sur l'intestin. Bon, je suis passionné de l'intestin. C'est des sœurs Anders. C'est le charme discret de l'intestin. Ah oui. Qui est trop bien expliqué. Ouais. Voilà, un ou deux, trois. J'adore lire, moi. Donc j'en lis une tonne. C'est peut-être le livre que j'ai fini il y a 2 semaines. D'où mon engouement sur le sommeil, qui est Dormez bien.
Je sais plus le nom de l'auteur, mais oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Enfin, vraiment que je fasse un épisode sur le sommeil, ça peut être très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses autour de ça. Ok. Et enfin, un message à faire passer, un mot. Ouais, mais un message, il faut, je pense, être conscient de la richesse de sa santé. Et surtout essayer d'être acteur de sa santé. Il ne faut pas aller chez son médecin traitant et lui confier sa santé. Ça, c'est pas possible. Il faut faire des choix, mettre en place des éléments qui peuvent nous améliorer. Au-delà de se supplémenter, de consulter en médecine fonctionnelle. Mais de gérer le stress, de faire une activité qui nous fasse plaisir, bien manger sainement. Alors, manger sainement, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais manger des produits sains, locaux, variés, des produits, comme dirait Monsieur Fardet, vrais. Ouais. Non transformé. Et déjà, en faisant ça, c'est exceptionnel. C'est un grand sans oublier le sommeil. Ouais. Explorer si le sommeil n'est pas bon. Ouais, c'est vrai que c'est des choses fondamentales, mais tellement importantes. Complètement. On n'y pense pas assez. C'est vrai qu'on a tendance à chercher le dernier petit gadget ou les dernières choses à la mode et tout pour prendre soin de soi, mais si on commence par les bases, en tout cas, c'est ce que je vois à travers ces différents épisodes. Déjà, si on a des bonnes fondations, exactement, c'est déjà super. Et à partir de ces bonnes fondations, on va plus loin, mais pas l'inverse. On se dit, on cherche la pilule magique. Mais ça n'existe pas. Le dernier complément alimentaire, la dernière. Je sais pas, le dernier gadget qui permet de faire des trucs. Non. C'est pas possible ça. Ah, ouais. Et un aspect aussi, beaucoup, j'ai vu, psychologique aussi, travailler sur ses émotions, travailler sur son vécu, sur tout ça qui a un impact. Moi, ça, c'est quelque chose aussi qui me passionne. Alors, j'adore les podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts. Et j'ai entendu un podcast là, récemment donc, sur les troubles psychologiques. Et on dit, depuis qu'une petite fille grandit, son papa lui dit mais arrête de chanter, t'es nul quoi. Ouais. Et ça peut avoir beaucoup de répercussions. Ça veut dire qu'elle va se dire je suis nul dans tout. Donc il faut faire attention aux mots qu'on va employer notamment avec nos enfants. Il faut. Voilà. C'est hyper pertinent. C'est vrai que le langage joue beaucoup et surtout dès le plus jeune âge. Ouais, complètement. On le sous-estime et on n'y pense pas forcément, mais c'est un impact assez fort. Ouais. Génial, écoute, merci beaucoup Yoni pour ta disponibilité. On a enfin réussi, c'est trop cool. Ton expertise qui nous ont permis à nous tous de mieux comprendre ce sujet sur la thyroïde. Je pense qu'on a vu l'essentiel. Pour récapituler, on a vu qu'est-ce que c'est cette glande, pourquoi elle est importante pour notre santé, quels sont les impacts d'un dérèglement de cette glande thyroïdienne, comment on peut diagnostiquer tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, quels sont des conseils concrets pour améliorer sa santé à ce niveau-là, et puis comment aller plus loin aussi dessus. Donc, je suis plutôt content, on a fait un bon petit tour, très cool. Si vous avez apprécié cet échange, vous êtes jusque-là, chers auditeurs, auditrices, super, merci beaucoup. Je vous invite à partager cet épisode autour de vous, à mettre une note positive sur cette émission, pour partager encore plus autour de soi, et pour aussi potentiellement aider d'autres personnes aussi qui en auraient besoin. Je t'ai pas demandé, Yoni, tiens, tu voulais peut-être parler, tu as des réseaux sociaux où on peut te contacter? Oui, je suis sur le réseau social Instagram. Ouais. C'est Dr Yoni Assouli, cabinet Almi. On peut me suivre. De temps en temps, je poste des choses pertinentes sur la médecine fonctionnelle. Ouais. Après, tu parlais pour la prise de rendez-vous? Ouais, de façon générale. Sur les réseaux, on peut te connaître sur les réseaux, on peut prendre rendez-vous avec toi. Je crois que le prochain rendez-vous, c'est en 2027, non? Non, je rigole. Quand même pas. On a le temps de développer plein de pathologies. Mais... Non, ce qu'il faut savoir, c'est que Yoni est très prisé. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous avec lui, faut s'accrocher, mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Gentil. Donc je mettrai tout ça dans les descriptions de l'épisode. N'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme ça, on pourra les remonter. Et puis, si vous avez trouvé ça intéressant, partagez-le, faites-le découvrir parce que c'est quelque chose qui est hyper important. C'est l'éducation autour de ça. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la newsletter pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Salut merci à vous. Merci beaucoup. Merci Yoni. Au revoir. Ciao. Super. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes.
Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.